Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon. Je partage le micro avec mon associé Olivier Majeron. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et notre motto, c'est le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Olivier et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode 16 qui est toujours enregistré à distance. Nous sommes tous en confinement. Alors nous partageons également le micro avec notre productrice Camille Rimbaud. Son regard extérieur à la pratique de sexologue vient enrichir nos échanges à chaque épisode. Donc c'est à chaque fois une joie de la retrouver dans nos épisodes. Et puis aujourd'hui, à distance, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Laure Parmentier, qui a créé en 2019 un podcast dédié à la sexualité des hommes, qui s'appelle On the Verge. Alors Anne-Laure, on s'est rencontrés dernièrement sur Paris, mais j'aimerais bien que tu décrives qui tu es et comment l'idée de ce podcast t'est venue pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Merci Camille. On the Verge, c'est comme tu le disais, un podcast que j'ai créé en 2019, qui est la somme en fait de plusieurs réflexions personnelles, notamment effectivement le manque de présence et d'espace de discussion libre et bienveillante pour les hommes. Je trouvais effectivement qu'on ne parlait pas assez de ces messieurs sur ce plan-là, ou alors avec des clichés et des idées un peu arrêtées qui je trouvais étaient très réductrices. Ensuite, voilà, il y a un constat personnel. J'ai la chance d'avoir des amis hommes et d'être bien entourée par la gente masculine, et eux-mêmes se confient beaucoup à moi sur, pareil, des sujets d'intimité, de sexualité, de sentiments et autres. Mais quand effectivement, moi, je leur pose la question, mais t'as pas la réponse avec tes potes, ou est-ce que vous pouvez pas en parler entre mecs, parce qu'il y a des sujets notamment anatomiques sur lesquels je suis un peu limitée, n'ayant pas moi-même un pénis, et pareil, la réponse que j'ai souvent, c'est tu sais, entre mecs on n'en parle pas trop, ou quand on en parle, c'est voilà, on évite les sujets un peu trop, puis après tu coches la case, un peu trop gênant, un peu trop intime, un peu trop ceci, cela. Donc il y avait cette réflexion là, et puis après c'est ajouté mes réflexions personnelles féministes que tu connais un peu, où l'idée est d'être plutôt pro débat que pro combat, et j'aime l'idée d'une parité égalitaire, éthique et responsable, tout ça. Et j'aime bien l'idée que les femmes prennent de plus en plus, et c'est extraordinaire, la parole sur leur sexualité, la liberté de leur corps et de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font. Et donc je trouve que c'est ok que les hommes aussi puissent prendre cette place. Ouais, c'est génial. Et c'est vraiment, quand j'ai découvert ton podcast, alors je l'ai découvert avant de te connaître, et j'étais là, mais oui, ça y est, il y a enfin un podcast sur la sexualité des hommes. Enfin, on va pouvoir savoir un peu ce qui se passe du côté des hommes, parce que, comme tu as dit, il y a beaucoup plus maintenant, les femmes, on prend un peu cet empowerment, on essaye d'avoir une sexualité beaucoup plus épanouie, une meilleure connaissance de nos corps. Mais du côté des hommes, c'était un peu silence radio, on sait pas trop ce qui se passe, et on attend qu'il y ait un mouvement qui sorte de là et qui vienne nous expliquer, comment ça se passe de leur côté, parce que, effectivement, et on l'entend dans les témoignages, il y a beaucoup de conflits, des fois, il y a beaucoup ils se cherchent aussi pas mal au niveau de la sexualité. Ça, on le retrouve pas mal dans tes témoignages. Je sais pas si tu veux développer un peu plus cet aspect-là aussi. C'est vrai, tu as raison, que on s'attendrait comme ça. Alors évidemment, encore une fois, là, on essaie de pas être dans l'entre-soi et d'ouvrir un peu nos regards et nos réflexions sur autre chose que le voisin, où on se dit ah oui, il doit faire ci, il doit faire ça. Non, effectivement, quand tu ouvres, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans le choix de mes invités et des hommes qui témoignent. Déjà, c'est d'avoir un grand panel d'âge. Donc ça doit aller, je crois que le plus jeune que j'ai interviewé pour le moment, alors je suis en train de discuter avec un jeune homme de 19 ans, mais le plus jeune à date doit avoir 23 ou 24, et le plus âgé à 71 bientôt. J'espère qu'il m'en voudra pas. Et voilà, et l'idée, c'est pareil, j'aimerais aller encore plus loin dans les âges, mais il n'y a pas que ça. Il y a les catégories socio-professionnelles, les ethnies, il y a les sexualités, évidemment, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir des ouvertures sur toutes ces sexualités-là, sur toutes les façons de pratiquer le sexe. Et comme tu dis, comment eux-mêmes se cherchent, se trouvent. Et ce qui est formidable, même si c'est impensif de le dire, mais
On n'a pas la même sexualité à 15, 20, 25, 40, 50, 70, 80. Et c'est ça qui est formidable, c'est que moi, j'arrive à des moments dans leur vie où on va suspendre un peu tout ça. Ils vont se raconter au micro et on va faire un arrêt sur leur sexualité du moment. On va évidemment parler un petit peu d'avant, l'éveil de la sexualité jusqu'à généralement la première fois. Et on termine le podcast 7 heures qu'on passe ensemble, enfin en tout cas que les auditeurs et auditrices ont dans les oreilles, parce que généralement ça dure plus longtemps, sur le demain, l'avenir, comment ils envisagent leur sexualité, qu'est-ce qu'ils se souhaitent. Et c'est très touchant d'entendre ce qu'ils se souhaitent. Souvent, ça débouche sur d'autres réflexions que l'intime et le sexuel. Ça va être plus des réflexions presque parfois métaphysiques sur ce qu'ils attendent de la vie et de la sexualité dans leur vie. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'ai répondu à ta question. J'adore, je trouve ça vraiment super chouette parce que ce genre de discussion, c'est vraiment des discussions que j'ai avec les hommes autour de moi et j'ai fait le même constat. Et donc, ma question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'en faire un podcast ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie ? C'est un peu pareil, c'est la somme de plusieurs choses. Alors, déjà, le format, moi, je me sentais vraiment bien à l'aise avec un micro et beaucoup, beaucoup plus qu'avec une vidéo ou même les réseaux sociaux où il faut poster, enfin, tu vois, te battre contre un algorithme, des choses comme ça. L'image, c'est pas quelque chose dans laquelle je suis très à l'aise. Le sujet, en plus, est complexe parce que, évidemment, ces hommes-là gardent pour 99,9% l'anonymat en changeant de prénom, des choses comme ça. Donc, l'image ne s'y prêtait pas. Donc, le format podcast, je trouve ça extraordinaire et je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus. Donc, ça, c'était déjà le choix de ce format. Et puis après, ce qui m'a motivée, en fait, c'est des petites choses dans ma vie. C'est-à-dire, déjà, un pote à moi qui a pris l'habitude de beaucoup se raconter sur sa vie perso pour plein de raisons, mais en tout cas, je suis une oreille attentive à lui. Et c'est un homme qui a une quarantaine d'années, qui est en couple depuis 16 ou 17 ans, qui a 2 grands-enfants. Et en fait, entre 2-3 blagues qu'on peut s'envoyer, il me parlait de temps en temps de son rapport avec sa femme, qu'il aime beaucoup, enfin qu'il aime d'amour, de son foyer dans lequel il est très heureux, de ses enfants, etc. Mais effectivement, de la baisse de libido de sa femme, pas de lui, de son envie de voir ailleurs qu'il ne fera pas parce qu'il ne veut pas casser le contrat de mariage dans lequel il est établi. Enfin, voilà. Et en fait, en discutant avec lui, je sentais cette souffrance, et le mot est, je pense, enfin, je le choisis spécifiquement parce qu'il y avait, pour lui, il pouvait pas parler à des potes parce que, comme beaucoup de couples, c'est des amis de couple, donc c'est compliqué. Voir un psy, c'est le genre de mec d'une génération née fin des années 70 où, voir un psy pour ça, c'est pas très, voilà. Enfin, je sens en tout cas chez lui toute la complexité d'avoir ces sentiments qu'il tiraille. Et je me suis dit, il doit vraiment pas du tout être seul à vivre ça. Et ce serait peut-être cool que d'autres hommes profitent de cette expérience. Alors, à ce jour, il n'a pas encore parlé à mon micro parce que, pour plein de raisons, il a peur d'être connu, il a peur que sa femme tombe dessus, il a peur de plein de choses. Mais son histoire, je me suis dit qu'elle n'était pas isolée et que plein d'hommes ont plein d'histoires qui ne sont pas isolées. Et cette idée-là, enfin, cette intuition-là a fait écho parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un témoignage, on parle de témoignages qui sont ordinaires, enfin, qui sont extraordinaires dans leur ordinarité. Je ne sais pas si ce mot se dit là, mais à l'inverse, il y a des histoires extraordinaires qui, malheureusement, quand il y a des traumas, des choses comme ça, peuvent être ordinaires. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque homme, et femme évidemment, peut se retrouver dans les questions soulevées, dans les sentiments qui vont être palpables, dans les émotions, dans les traumas, dans les étapes de vie. Et c'est ça qui m'a donné le dernier petit coup de boost. Et puis après, encore plus intimement, 35 ans, l'âge d'envie de faire un nouveau truc, se dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour un peu, avoir un hobby sympa et tout. C'est l'âge de la remise en question, tout ça. Donc voilà, c'était la somme de tout ça qui a fait que je me suis dit, allez, je crois que c'est le temps de faire un truc un peu à moi et puis on verra ce que ça donne, quoi. Oui, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les différentes thématiques, en fait, du coup, qui sont abordées, parce qu'on voit, comme tu disais, on voit l'évolution de la sexualité. Tu poses souvent la question, comment était la sexualité au tout début, et puis maintenant, et puis comment on l'envisage dans le futur.
Et puis, il y a aussi toutes ces thématiques, du coup, comme chaque individu a des histoires, des expériences uniques. Et donc, voilà, il y a des podcasts où on aborde Escort Boy, que j'ai beaucoup aimé, où on aborde les amours, les premiers amours, où on aborde, comme tu disais aussi, des traumas, l'inceste, des choses qu'on entend peut-être plus parler du côté des femmes et moins des hommes. Et voilà, je voulais savoir pour toi, quand tu entends toutes ces histoires, qu'est-ce que ça t'apprend, qu'est-ce que ça t'apporte. Je suis assez curieuse par rapport à ça. Et tu as raison. En fait, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, l'invité qui m'intéresse, c'est déjà celui qui a envie de se raconter. Ça, c'est vraiment le deal de départ, c'est qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de filtre et on se dit absolument tout. Je ne coupe rien de... Enfin, évidemment, je fais un montage, mais j'essaie en tout cas de garder vraiment le substrat le plus précieux pour que à l'oreille de l'auditeur ou de l'auditrice, il y ait vraiment toutes les informations. À part évidemment si demande exceptionnelle, vous connaissez quand il y a des cas, etc. Mais l'idée, c'est vraiment que l'histoire soit vraiment hyper transparente et honnête. Après, effectivement, que ce soit Sam dont tu parles, qui a été escort boy et prostituée, ou effectivement Erwan, qui a été un épisode très très spécial, puisqu'il est déjà en 2 épisodes, parce que son histoire était tellement complexe et tellement forte, qui a vécu l'horreur absolue, qui est l'inceste par sa mère quand il était enfant et jeune ado. C'est bouleversant. Ce sont des histoires, alors au-delà des histoires de sexualité, c'est des histoires de vie qui sont très très intenses à enregistrer. Que ce soit parce que évidemment on remue des souvenirs, etc. Mais après c'est ce que aussi donne l'invité, c'est-à-dire il va me donner sans concession, sans compromis toute son histoire. Notamment Erwan, ça a été 5 heures d'enregistrement, ça a été des pauses, ça a été beaucoup de discussions avant, après, et encore aujourd'hui on est en contact parce que effectivement ça, évidemment lui dans son travail thérapeutique, ça joue un rôle. Donc il y a quand même aussi toute cette responsabilité à avoir autour de cette prise on va dire de témoignage. Et puis c'est ce que ça a fait aussi après sur auprès des auditeurs et des auditrices, c'est-à-dire que ça a soulevé une grande vague de témoignages, de réconfort, de lettres, de mails, de DM, etc. Donc évidemment je lui transfère tout et lui-même ça l'a remis en face de qu'il n'est pas le seul, qu'il y a d'autres adultes qui ont été des enfants abusés, donc c'est à la fois très douloureux et en même temps lui ça l'accompagne beaucoup, donc effectivement ça s'arrête pas au moment du podcast, c'est encore là après, donc oui c'est bouleversant, moi ça me nourrit beaucoup. Je pense aussi que c'est pas un hasard que je fasse ça à un âge où je suis quand même plus en phase avec mon moi. Je pense qu'effectivement 10 ans en arrière ça m'aurait beaucoup plus touché, enfin ça me touche énormément mais ça m'aurait beaucoup plus abîmé je pense. Aujourd'hui, je suis un peu plus installée, mûre, c'est un peu différent, donc j'essaie d'accueillir ça avec beaucoup de bienveillance, aucun jugement. Ça, c'est vraiment mon credo. J'essaie de ne absolument rien juger parce que ça leur appartient et que c'est déjà tellement chouette et beau qu'ils partagent ça que puis mon jugement n'a aucun intérêt. Mais Sam, le prostitué, ça a été pareil. C'est le coach sportif d'une copine et c'est elle qui avait compris par bribes un petit peu d'informations et qui l'avait poussée à me parler. Ça a été très compliqué pour la voir parce que il y avait un pas en avant, 2 pas en arrière. On s'est raté, raté. Il m'a posé je sais pas combien de lapins jusqu'à ce que j'arrive vraiment à le choper à la sortie de la salle de sport avec mon micro et tout, et ça c'est fait et c'était super. Et d'ailleurs je vous le dis, on est encore en échange bien sûr, et en fait il va en écrire un livre parce que ça l'a tellement ça lui a fait tellement de bien d'en parler. Personne ne sait autour de lui Sam, c'est un homme entre 35 et 40, d'origine maghrébine, musulman, qui vient d'une famille très très pratiquante. Donc être parti dans cette voie-là de vie et d'avoir de s'être prostituée pendant 4-5 ans de sa vie, et en plus pas pour l'argent. Enfin, c'est ça qui est dingue, Camille, dans l'histoire. Enfin, je sais que tu as bien aimé cet épisode. Justement, je voulais juste rebondir, mais si je dois être honnête, de tous les épisodes, c'est encore lui mon préféré, c'est Sam.
Sam a eu son petit succès, mais c'est vrai que en fait c'est ça, il s'est prostitué par amour, c'est ça qui est dingue en plus, hein. C'est pas tellement pour l'argent, même si évidemment c'était facile à ce moment-là, mais il a un parcours de vie, il aurait pu être sportif de haut niveau, puis finalement il a dû rentrer en France parce que ses parents ne voulaient pas qu'il embrasse cette carrière, et c'est vrai que lui là, il a une vie dingue, et il te raconte le cliché du petit rebeu très musclé qui arrive, et ces femmes d'un âge bien avancé qu'il devait satisfaire. Enfin c'est assez dingue, et ça lui a fait tellement de bien d'en parler, et surtout il a eu tellement de retours cool, parce que vraiment il a eu beaucoup de gens dans la compassion, dans l'empathie, dans les questions, mais pas sordides du tout, que il est en train de réfléchir à écrire le livre, quoi. Donc c'est cool. Il te le dédicacera. Ah ouais, avec plaisir, hein, Sam, si t'écoutes ce podcast. Je voulais revenir par rapport à l'audience, les auditeurs, auditrices. J'ai 2 questions par rapport à ça. Alors la première, c'est quelle est ton audience? Parce que du coup, on pourrait supposer, est-ce que ce sont des hommes qui écoutent les podcasts ou alors des femmes? Et deuxièmement, qu'est-ce qui ressort le plus dans les messages de tes auditeurs, auditrices par rapport à tes podcasts? C'est vrai que moi, j'ai je sais pas si c'est le défaut ou pas, mais c'est vrai que je le fais vraiment comme un side project, et c'est ce que je dis souvent quand les socionautes me parlent, m'envoient des messages hyper gentils en DM, genre j'adore ton travail, merci, etc. Je précise toujours que ce n'est pas un travail, parce que je travaille à côté et que ça reste vraiment un hobby, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, c'est un side project que je fais avec beaucoup de cœur, d'envie et de plaisir, et c'est justement pour ça que je pense il est fait avec autant de cœur, de plaisir et d'envie, parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Donc tout ceci pour te dire que l'audience, en fait, je fais pas très attention. J'ai regardé quand même un petit peu, justement, en vue de cet enregistrement. Globalement, on est à 50-50 entre les hommes et les femmes. Après, sur les réseaux sociaux, comme Instagram est un réseau social plutôt de femmes, j'ai un peu plus de femmes qui me suivent. Donc, du coup, j'ai un peu du mal à trouver la tendance, parce que par mail, sur l'adresse Gmail du podcast, ou même par le site où on peut contacter, etc., j'ai beaucoup d'hommes. D'ailleurs, je n'ai que des hommes. Donc, c'est un peu compliqué. Et même, tu vois, en DM sur Instagram, j'ai énormément d'hommes qui m'écrivent, plus que des femmes. Donc du coup, voilà, je sais qu'en audience, moi je suis chez Acast, ils m'ont dit que globalement c'était la balance homme-femme à peu près pareil, et ça couvre vraiment un large panel d'âge, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'après, je saurais pas trop te dire. J'ai envie de croire que c'est une parité aussi. Génial. Et par rapport du coup à la deuxième question sur ce qui ressort en fait des auditeurs, auditrices. Alors tu disais, il y en a beaucoup qui te félicitent justement des podcasts, mais des messages, est-ce qu'il y a des messages que tu reçois qui sont assez, je sais pas, puissants ou bouleversants que tu aimerais partager aujourd'hui? Ouais, j'ai des messages qui sont assez incroyables. Alors, ça peut être des jeunes gens qui commencent leur vie sexuelle et qui sont très rassurés d'entendre des hommes bienveillants avec des questions qui sont pas alors je reprends des termes que je lis de temps en temps, mais des bourrins ou des mecs qui respectent pas le consentement, etc. Mais ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui m'écrivent, qui sont autour de la toute petite vingtaine, moi ça me rassure vachement, et ça me fait hyper plaisir de savoir que d'une certaine façon ça va les accompagner dans l'ouverture d'esprit déjà, dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans la compréhension de l'autre, et surtout ça les rassure. À l'inverse, j'ai reçu des messages qui m'ont un peu glacée, plutôt des jeunes filles entre 20 et 25 ans, qui sont un peu dans ce courant féministe un peu violent, qui elles-mêmes parlent de misandrie, et qui sont un peu dans une dualité vis-à-vis de ce podcast et du conte, parce qu'à la fois elles ont décidé que les hommes étaient tous dans le gros lot des hommes méchants, toxiques, etc. Alors pareil, des PN, je ne savais pas ce que c'était au début, les pervers narcissiques, je ne savais pas, j'ai dû dire quoi, PN? Et elles les mettent un peu tous dans le même lot, et donc du coup elles sont un peu mal à l'aise dans l'idée d'avoir des témoignages d'hommes somme toute humains, tout simplement. Et donc voilà, donc j'ai des échanges avec elles qui sont assez intéressants, parce que à la fois elles reconnaissent qu'elles peuvent pas faire une généralité des hommes, mais qu'en même temps elles s'embrassent un mouvement qui leur demande d'adhérer à un certain parti pris
psychologique, philosophique de la misandrie ambiante. Donc ça me glace un peu, hein, vraiment. Je me dis que il s'est passé un truc à un moment donné sur cette génération qui les nourrit. Et c'est pas un ou deux cas dont je parle, c'est plusieurs dizaines de jeunes femmes avec qui j'ai eu ces échanges-là. Donc voilà, donc ça me... Ouais, à chaque fois, j'essaie d'être un peu dans la pédagogie, mais bon, après, voilà, c'est chacun fait aussi son expérience et son projet de vie là-dessus. Puis j'imagine qu'elle, avec le temps, voilà, elle se renourrit d'autres choses. Et puis après, évidemment, tous ces messages, quand effectivement, il y a une thématique qui est plus forte, en tout cas, qui résonne chez quelqu'un un peu plus qu'une autre personne. Voilà, c'est des échanges assez incroyables qui se font. Il y en a qui partagent leur expérience personnelle. Donc moi, à chaque fois, je remercie pour effectivement ce cadeau et cette sincérité de me raconter sa vie. Il y a des questions un peu plus techniques. Là, généralement, je renvoie vers des gens un peu professionnels comme vous, parce que c'est pas mon job. En fait, du moment où la personne a pris ce temps pour m'écrire un message, que ce soit un commentaire, un DM, un mail, en fait, je suis très touchée parce que cette personne a pris ce temps-là pour se raconter, pour me raconter quelque chose qui lui est intime et cher. Et rien que ça, moi, voilà, à chaque fois, ça me touche. Donc oui, c'est un peu... j'arrive pas trop à répondre précisément à ta question parce qu'à chaque fois, c'est un vrai truc, quoi. Alors, j'avais une question par rapport, en fait, au feedback des hommes qui témoignent, en fait. Qu'est-ce que tu reçois? À quel moment? Sur le long terme aussi, j'imagine que ça mûrit. Il y a toute la phase d'apprentissage, d'approche et d'avant-témoignage, et puis la phase d'après. Et je trouve que voilà, on ne voit qu'une partie, la partie visible de l'iceberg, mais je trouve que génial dans ton aventure, c'est ce côté ultra humain, intime que tu construis d'avant et après. Et j'imagine que ça fait un réseau tellement humain et chaleureux où... Enfin voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce que tu peux témoigner là et qui peut peut-être aider aussi les gens à parfois oser ouvrir la parole. C'est tellement libérateur. Voilà. Merci pour ta question parce que tu as vraiment raison. C'est exactement ça. Ça crée un réseau assez incroyable et humain. Moi, je le dis de temps en temps en story où justement il y a ces ponts-là qui se créent entre les gens. Notamment, il y a un des invités la dernière fois qui témoignait de ça, qui me disait mais allez, on fait une grosse soirée avec tous les gars et tout, ça va être trop sympa. Parce qu'en fait, il se passe aussi des connexions entre eux. Pour des raisons X ou Y, il va y en avoir entre eux qui vont connecter parce qu'évidemment, ils écoutent les épisodes, alors pas tous évidemment, chacun après sa motivation différente, mais je sais que j'ai Erwan qui aimerait bien rencontrer Thibaut, Joe qui aimerait bien rencontrer Max, enfin voilà, c'est très rigolo parce que du coup il y a une espèce de comme une famille un peu recréée qui se fait. Après dans les réflexions plus personnelles à chacun, effectivement moi je les suis dans leur cheminement et dans ce qui s'est passé quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, et puis maintenant je peux même dire 1 an après. Alors il y a eu des très jolies choses. Omar, notamment, s'est servi de ce podcast pour faire son coming out auprès de sa mère. Donc ça a été incroyable parce que pareil, il appréhendait beaucoup la réaction de sa maman. Et en fait, voilà, c'est une mère, elle aime son fils et son coming out est passé, entre guillemets, sans problème, en tout cas beaucoup moins qu'il ne l'imaginait. Et voilà, le podcast a été vraiment le tremplin pour faire ce coming out. Après, voilà, il y en a qui se sont écoutés, se sont rendus compte de certaines visions de la sexualité qu'ils avaient à travers le mot, qui est peut-être pas celle qu'ils ressentent. Donc du coup, c'est aussi un cheminement personnel là-dessus. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'effectivement, nous, on continue... après les enregistrements et les diffusions, à se parler. Je crois que j'ai pas compté, mais je dois être à peut-être une trentaine, une trentaine d'enregistrements aujourd'hui. Je pense. Je crois qu'il n'y en a pas un qui ne m'a pas envoyé un mail après pour me dire ce que ça lui avait apporté ou en tout cas le bien que ça lui avait fait d'enregistrer. Là, j'ai mis un épisode de jeudi dernier et donc c'est avec Jérôme et pareil, il m'a envoyé un mail ce matin en me disant à quel point voilà, ça l'avait aidé, ça l'avait aidé dans son couple, ça l'avait aidé pour lui et que ça lui avait fait du bien. Donc donc à chaque fois effectivement c'est assez intense qui se passe aussi après sur le long terme. Moi ça m'a
créé des nouvelles amitiés. Ça m'a rapproché, parce qu'au tout début, c'était des gens de mon cercle, des potes. Ça m'a rapproché vraiment de certains. Il y en a certains que je connaissais bien, qui sont devenus du coup des très intimes pour le coup et des amis. Donc ouais, c'est assez dingue d'avoir effectivement cette flopée d'hommes qui finalement ont su se montrer vulnérables à un moment donné et d'une si belle façon que du coup le rapport est hyper intense, hyper intime et très honnête. Oui, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu viens de lire, Anne-Laure, et sur ce que venait aussi de dire Olivier, et te demander si après, justement, que ces hommes soient passés à ton micro, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont aussi plus ouverts à en parler entre eux? Parce que c'était un des points que tu soulignais au début, et c'est un des points que moi je vois aussi dans les hommes avec lesquels j'ai ce genre de discussion, c'est que finalement, se confier à une femme dans un espace bienveillant, de non-jugement, comme tu nous le partageais, et c'est cette première étape peut-être qui permet de franchir le pas. Et après, moi, je rêve aussi dans cette idée peut-être de cercle d'hommes ou d'avoir en fait un environnement masculin qui permette d'avoir ce genre de discussion entre hommes. Est-ce que tu vois un peu qu'on progresse vers ça? Alors, c'est une excellente question. Je pense que, il y a une génération en tout cas qui progresse vers ça. Alors, quand j'ai une génération, je mets pas forcément l'âge en avant, mais en tout cas, des gens qui sont très contemporains et dans l'air du temps et qui suivent un peu les tendances. J'ai l'impression effectivement que une fois qu'ils ont passé cette étape et qu'ils se rendent compte surtout de l'accueil, parce que c'est souvent ça, c'est la peur du regard de l'autre qui motive nos angoisses et nos peurs. Une fois qu'ils se rendent compte que ça a aidé, que ça a permis l'ouverture, etc., ce dont on a parlé juste avant, je pense que oui, eux, dans leur vie intime, ça va les aider à en discuter avec, alors souvent même, ne serait-ce qu'avec leur conjoint ou leur conjointe, parce que parfois il y a des blocages dans la vie de couple de la personne. Donc ça, effectivement, ça permet aussi de faire passer des messages ou des choses comme ça. J'ai pas mal de couples d'ailleurs, parenthèse, qui écoutent le podcast entre eux et du coup qui vont s'en servir pour se poser des questions. Donc ça, je trouve ça assez mignon. Parce que pour moi, le podcast, c'est tellement quelque chose un espèce de guilty pleasure, moi j'aime bien écouter mes petits podcasts, etc. Je trouve ça assez intéressant la consommation du podcast à deux, mais voilà, fermez la parenthèse. Donc ouais, effectivement, je pense que ça les aide à passer cette étape-là, qui est un peu l'étape pas de danger, pas de prise de risque, parce que comme on disait, c'est dans un espace plutôt bienveillant, sans jugement, avec quelqu'un de pas connu, donc il n'y a pas trop d'attachement émotionnel ou en tout cas une peur de rejet ou que sais-je, puisque on va se voir a fortiori une fois. Alors après, on ne sait pas, mais voilà. Et je pense qu'effectivement, à terme, et je suis comme toi, Camille, j'aimerais beaucoup qu'un jour existe comme ça des discussions entre hommes sur des sujets intimes, sexuels, anatomiques, médicaux, philosophiques autour de la sexualité. Ce serait extraordinaire. Mais j'aime à croire effectivement que la génération en ce moment tend à changer les choses. J'ai eu notamment un garçon qui est l'avant-dernier épisode, Théo, qui est bisexuel. Il raconte tout son parcours et toute sa réflexion sur le sujet. Et justement, il y a un garçon, parce qu'il a le projet de vivre au Canada, et il y a un auditeur du Canada qui m'a envoyé un message pour lui transmettre, parce que justement, il avait trouvé ça très cool de parler de sa bisexualité. Donc, ils ont commencé à échanger. Bon, après, évidemment, je me sors des conversations, parce que sinon, le WhatsApp, c'est fini. Mais je trouve ça cool parce qu'effectivement, en fait, une fois que la main est tendue et qu'il y a une première écoute qui est faite, ça bouge un peu. Donc, j'espère que ça contribue à ça. Oui, je me demande, comme on est tous conscients ici autour de la table, mais façon de parler autour du podcast, à se rendre compte qu'effectivement, en parler libère énormément et ça fait tellement de bien à tout le monde. Personnellement, mais aussi ce qui fait écho chez les autres, ça permet à chacun de progresser. J'ai presque l'impression que c'est un travail humanitaire où en fait on est tout le monde à la fois. Est-ce que toi, tu aurais des conseils aux hommes pour oser, tu vois, ceux qui sont presque prêts mais qui hésitent, ou tu vois, parce qu'il y a ceux qui voudront pas, qui sont pas prêts, d'autres qui sont déjà hyper à l'aise, on démarre et puis pouf, ils parlent 2 heures de leur sexualité, et puis il y a ceux qui peut-être hésitent. Avec ton expérience, tu pourrais peut-être les inviter de quelle manière en fait?
C'est vrai que tu as raison, en fonction des personnalités des gens, ça va aller très vite. Il y en a qui vont donner beaucoup de détails techniques, d'autres qui vont être plutôt sibyllins sur la façon de faire, et donc ça va être, ils vont broder, etc. Pour ceux qui sont encore un peu dans l'expectative, qui ont envie mais qui n'osent pas, je pense que c'est le conseil même qu'on peut donner à n'importe qui n'ose pas, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, émotionnel, etc. C'est de se dire que le discours qu'on va avoir, qu'on va donner, nous appartient à nous, mais en tout cas, la réaction en face, elle appartient à la personne qui va le vivre, en fait. Donc, on peut pas se passer sa vie et tout construire autour de cette crainte-là, parce qu'en fait, elle ne sera jamais à la hauteur de nos fantasmes, de nos envies, de nos peurs, de nos angoisses, etc., puisqu'elle ne nous appartient pas. Donc, autant se faire du bien à soi, être bien avec soi, et si on a envie de parler, si on ressent le besoin de partager un témoignage, parce que parfois, j'ai des échanges avec des hommes qui me disent « Non, mais moi, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai une sexualité plan-plan, j'ai rien à dire. » Justement, tu as des choses à dire. On a tous, sur le point sexuel, des choses à dire. Et le curseur, encore une fois, nous appartient. Une pratique qui va paraître complètement out of box à un homme sera le quotidien d'un autre. J'ai l'exemple sur la masturbation où il y a des hommes qui me disent « Bah ouais, moi, je me masturbe normal. 3-4 fois par semaine, et je vais avoir le même ton, la même intonation, la même personne qui va me dire « Ah ben moi je me masturbe normal 5 fois par jour ». Tout est une question de curseur sur qu'est-ce que sa normalité à soi. Et donc, c'est pareil. Quand on a envie de parler, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête sur qu'est-ce que les gens vont penser. Est-ce que ce que je vais dire va choquer, bouleverser, traumatiser, toucher, énerver, agacer, etc. Encore une fois, la réception de l'information, elle appartient à l'auditeur ou l'auditrice. Donc, autant y aller, parce que effectivement, c'est assez catharsique de parler, et c'est un grand bonheur pour chacun, je pense, après d'avoir coché la case « je l'ai fait ». Et oui, et on pense justement que tes podcasts, tu vois, sont des super outils, que ce soit pour les hommes mais aussi pour les femmes, en fait, de se renseigner sur cette diversité, sur tiens, qu'est-ce que la normalité, de se repositionner, de se dire en fait, il y a plein de comportements qui existent et qui évoluent. Et donc un outil super puissant. Et pour rebondir sur les outils, justement, on aimerait te demander quel est l'outil qui t'a le plus aidé dans ta vie intime. Alors moi, mon outil de prédilection, c'est mon micro, que les gens ne voient pas là, mais que j'ai à la main. Le micro, parce que comme on l'a dit jusqu'à maintenant, la parole, la communication, c'est l'outil, je pense, le plus à la fois sexy, excitant, salvateur et indispensable d'une sexualité épanouie. En fait, dire à ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire, tes partenaires, c'est ok, c'est pas ok, se dire les choses, se les raconter, se les exprimer, voilà, ce qu'on a envie de faire ou pas, ce qu'on a envie de recevoir ou pas, c'est la clé en fait. C'est-à-dire que les sexualités subies, même parfois inconsciemment, il y en a beaucoup. On vient tous on vient tous d'endroits, de milieux différents, etc. Mais on a quand même tous un peu en commun le sacro-saint, homme, femme, hétéro, etc. Avec les pratiques, blablabla. Et en fait, casser ça, c'est un travail qui peut pas se faire sans la parole, en fait. C'est impossible si on ne se parle pas. Et je voulais rebondir parce que j'adore, en fait, cette idée que c'est petit à petit, en fait, qu'on va vraiment ouvrir cette communication, libérer cette parole, et qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui ose s'ouvrir sur ce sujet-là, on fait vraiment collectivement un pas en avant. Et la question de Olivier qui était comment est-ce que quand on est encore un petit peu en hésitation, comme tu disais, en fait, de faire ce premier petit pas, d'essayer d'en parler à une personne, et en fait, ça fait vraiment des effets par ricochet qui guérissent énormément de gens, en fait, et on s'en rend pas compte, en fait, au début, quand on commence. Mais t'as raison, on s'en rend pas compte du tout. Effectivement, au début, on se dit, voilà, l'épisode il est sympa, etc. Et puis après, tu vas avoir... Alors,
Encore une fois, hein, d'un point de vue statistique, moi, il y a les mails que je reçois sur tel ou tel épisode, tel ou tel témoignage. Et puis, je me dis, voilà, tu multiplies ce chiffre par ceux qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pris le temps, qui n'ont pas souhaité, qui n'ont pas encore voulu, bref, voilà, tous ceux qui le pensent aussi, du coup, ça commence à faire un peu de monde. Alors, au début, c'est 10, et puis 50, et puis 100, puis 1000, puis 3000, puis 10 000, puis 20 000. Puis tu te dis, au bout d'un moment, c'est génial, parce qu'en fait, c'est comme une pieuvre, et les choses commencent à bouger. Et il y en a tellement encore aujourd'hui. Attends, j'ai mon téléphone là, donc je vais pouvoir vous le lire. Mais donc, Jérôme, c'est l'épisode que j'ai sorti en dernier. Et en fait, j'ai un jeune homme qui lui a envoyé un message, qui m'a envoyé un message et que j'ai transmis à Jérôme. Et en fait, il est tout à fait dans cette ligne, c'est-à-dire qu'il lui dit: merci beaucoup pour le dernier épisode en ligne avec Jérôme de Belgique, en plus. Je me suis retrouvée dans quasiment tout ce qu'il disait jusqu'au mot de la fin sur la difficulté d'être né dans le mauvais corps. C'est très apaisant et permet de se sentir moins seul. 1000 merci. Voilà, typiquement, c'est le genre de message, j'en reçois pas mal, quoi. Donc, effectivement, ces hommes se retrouvent dans les témoignages et au fur et à mesure vont en parler, au fur et à mesure vont ouvrir un peu les yeux, vont se sentir moins différents, encore une fois, d'une norme hétéronormée, etc. Et vont peut-être ouvrir le dialogue, vont pouvoir parler à leurs amis, IES, à leur famille, à leurs proches, à leurs futurs partenaires. Et c'est ça qui est chouette, c'est que bon, là, les choses changent, mais moi, je suis née début des années 80. Pour cette génération-là, celle d'avant aussi, une pénétration anale, c'est synonyme d'homosexualité. Aujourd'hui, on est dans une génération où c'est assez dingue et c'est extraordinaire de voir des hommes qui parlent du plaisir prostatique avec vachement d'aisance, avec beaucoup de à la cool, mais en quelques années, le bond a été fait et donc du coup j'aime à croire, et comme tu disais Camille, que ça se fait petit à petit avec la discussion, la libération de la parole, mais voilà, les choses avancent, prennent du temps et c'est bien aussi, mais c'est vrai que, en tout cas moi je peux constater à ma toute petite échelle ces ouvertures d'esprit qui se font et j'en suis hyper contente, quoi. Et je voulais juste rebondir pour reboucler avec ce que tu disais sur les femmes, les féministes ou certaines féministes qui t'envoyaient des messages. Moi, j'ai vraiment cette conviction que plus la parole sera libérée chez les hommes, justement, plus ça sera au service des femmes, en fait. Parce qu'au lieu de garder des tabous, des non-dits, où en fait chacun se stigmatise dans ses pratiques ou dans son vécu, et ben en fait là on ouvre et on a la possibilité finalement d'être accepté, de communiquer, d'être accepté, et ça sert tout le monde en fait. Je trouve que vraiment c'est une avancée collective autant pour les hommes que pour les femmes. Non, t'as complètement raison là-dessus. Effectivement, plus les hommes vont pouvoir s'ouvrir et ouvrir les yeux sur ce qui existe et surtout dire les choses, casser les obligations, leur charge mentale qui est souvent liée à la sexualité dans les couples. Ça, on en parle un peu moins quand même que la charge mentale du ménage. Tous ces sujets-là, effectivement, une fois que les frustrations seront passées, discutées, évacuées, effectivement, je pense que ça va aider la cause de tout le monde et la parité sera... c'est surtout, et ça c'est la discussion que j'ai souvent avec ces jeunes femmes, c'est que le féminisme, en fait, c'est un mouvement qui effectivement souhaite l'égalité entre les hommes et les femmes, pas de surplanter les hommes. Et dans ces cas-là, il faut combattre le sexisme, quel qu'il soit. Donc voilà, donc ça c'est une autre discussion, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, ça aide tout le monde, la société en général. Ouais, je rejoins Camille, c'est un énorme cadeau que tu fais à l'humanité, vraiment, je prends ce mot parce que pour moi c'est vraiment ça, parce que tu offres un possible, un espace de parole qui est un outil pour les couples, pour les hommes. Les hommes ont beaucoup de mal à parler de leur sexualité, c'est vraiment extrêmement compliqué. Autant on fait un cercle de parole, peu importe le sujet, on peut avoir beaucoup de femmes d'un coup et très peu d'inscrits chez les hommes, et alors en plus si on rentre sur le domaine de la sexualité, c'est encore plus un challenge. Donc ce que tu fais, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire, qui est en train de changer. Comme tu dis, t'es témoin d'une ouverture en fait aujourd'hui beaucoup plus grande que les générations précédentes, et on s'en sortira tous ensemble quelque part. C'est ce côté où non genré, la parole est libératrice, et au plus on en parle, au plus ça bénéficie à l'ensemble, quoi. C'est en aidant chacun en fait qu'on y arrive, et il y a quelque part
On a presque envie d'inviter, quand on voit l'expérience que ça représente, quand on passe par là, on a envie que, voilà, qu'un maximum d'hommes y passent, parce qu'en fait, ça va être libérateur pour les générations à venir aussi, quoi. Moi, je trouve ça fascinant. Ah, t'as complètement raison. C'est vrai que c'est libérateur, et puis surtout, ça aide, enfin, ça rayonne sur plusieurs personnes, et notamment là, Jérôme, donc mon invité de Belgique, lui est en couple depuis 13 ans avec son mari maintenant, et lui, le sujet, c'est surtout parler de leur libido qui est extrêmement différente. Son mari est pas quelqu'un qui est très porté sur la sexualité et sur le sexe en général, alors qu'il y a beaucoup d'amour et de tendresse entre eux, alors que lui, beaucoup plus. Et je te raconte ça parce que tu parles effectivement de non-genré, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il raconte son expérience de couple. Alors, il se trouve qu'il est marié à un homme, mais en fait, ce témoignage d'un couple qui a plus d'une décennie de vie à deux, d'une libido qui a toujours été de toute façon difficilement en phase, et déjà pas sur le même tempo, pas sur le même besoin, les mêmes envies, les voilà. Et ben, elle a fait vachement écho aussi à des couples hétéros. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est que on arrive à un stade, voilà, où maintenant les gens ont cette ouverture à s'approprier. Alors évidemment, il restera toujours des gens un peu avec des raccourcis un peu faciles en disant ouais, c'est deux mecs qui passent leur temps à baiser parce que c'est deux mecs. Et ben en fait pas du tout. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on écoute ce couple, et ça pourrait être un homme, une femme, deux femmes, un trouble, que sais-je. Mais en tout cas voilà, c'est les humains qui parlent avant tout. C'est un couple de gens qui s'aiment. Et en fait, voilà, on s'en fout après ce qui se passe d'un point de vue genre, d'un point de vue génital. Ça peut être en OK, pas OK, en dissociation, etc. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et de plus en plus, c'est que ces hommes-là ont envie, en tout cas, de partager ça. Et c'est vrai qu'en termes de témoignages, je reçois pas mal de demandes quand même. Et ce qui est génial, et j'espère que ça va encore durer longtemps, c'est que toutes les demandes, alors j'essaie de répondre à toutes les demandes, je peux pas toutes les enregistrer, mais ça se fait au fur et à mesure. Ça prend du temps parfois, mais ça se fait. C'est qu'en fait, toutes les histoires sont intéressantes et ont quelque chose à apporter. En fait, il y a pas. Des fois, les mails commencent par oui, peut-être que mon profil a déjà été fait, mais en fait, gars, je suis pas en train de faire un casting de télé-réalité, tu vois. Je mets pas les gens dans des cases. Donc, en fait, toutes les histoires sont hyper intéressantes parce que là, on se parle à quatre. On a chacun une sexualité qui est différente, une première fois qui est différente, des fantasmes, des envies qui sont différentes. Enfin. Donc voilà, et ça, tu le multiplies au nombre de personnes, de gens masculins que je vais interviewer, bah en fait, ouais, ça fait du monde, quoi. Ouais, moi j'adore ce qui a été dit, quoi. Enfin, il y a tellement de pépites là dans ce qui a été dit, et se dire, voilà, quand on fait couple. Parce que souvent, ce côté un peu féministe, parfois, sont caricaturés, hein, mais c'est un peu homme contre femme, alors qu'en fait, le genre, c'est tellement beaucoup plus complexe que ça, et qu'on considère juste un couple de deux personnes ou un trouble ou simplement deux personnes, ça forme un binôme. Et même si on met deux mecs, on se rend compte que voilà, ils auront aussi des difficultés. Enfin, ils ont le challenge de la communication, de la libido, de la fréquence, du rythme, et que tout ça, en fait, c'est pas genre spécifique. C'est juste, on est tous différents dans notre habilité à parler, à communiquer de nos désirs. Comme tu dis, la parole, c'est sexy, c'est libérateur, c'est extrêmement puissant, et on peut pas évoluer soit et ensemble collectivement sans parler, quoi. C'est vraiment indispensable. Pour moi, la parole, c'est une nutrition, en fait. C'est une nourriture parmi les autres, et je pense que si on passe plus de temps à aller vers toutes ces nourritures un peu subtiles qu'elles le sont, et les échanges, les partages, et ce côté un peu subtil de la relation, on va vraiment faire des progrès énormes, parce que c'est réellement pour moi quelque chose de puissant, en fait. Et ça ramène en fait l'humain dans quelque chose de beaucoup plus multidimensionnel, diversifié, plus complexe et beaucoup plus riche, en fait. On se rend compte, comme tu dis, on est tous différents. Et de se dire, ah ouais, mais moi c'est un cas standard, et puis t'écoutes la personne. Moi j'ai aussi des gens comme ça, ils disent, ouais, moi c'est un peu basique, et puis en fait non, c'est totalement spécifique, quoi. Mais les gens ont l'impression ils sont tous un peu dans la banalité. Enfin, en tout cas, j'en ai beaucoup qui pensent qu'ils sont un peu dans la banalité, ou alors ils sont un peu comme tout le monde, un peu lésés. En fait, non, c'est unique, et ça, c'est chouette de le relever, de le voir, de le révéler, tout simplement, de lui donner de l'espace. Bah, j'ai rien à ajouter, hein, t'as tout dit. Non, mais c'est vrai. Tout ça, c'est le cas, et c'est surtout ce qui est formidable, c'est que cette écoute, moi, c'est ce que j'aime à dire souvent, c'est qu'en fait,
notre rôle à nous, bon là c'est un mauvais exemple parce que là je parle beaucoup, mais notre rôle généralement de podcasteur à ce niveau-là, c'est dans l'écoute active. C'est vrai que, enfin je sais pas vous, moi quand j'ai enregistré un témoignage, etc., je suis vannée après parce qu'en fait cette écoute qui a été mienne pendant 1h30, 2 heures, en fait, elle est intense parce que c'est une écoute active, c'est une écoute où on va aider la personne à y aller, on va lui donner de notre énergie, on va essayer d'être avec elle à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est des moments très suspendus et très intenses et très intimes parce que au-delà effectivement d'un témoignage intime, personnel, sur ce on nous a appris à vraiment cacher, laisser dans la chambre, etc. Et puis voilà, c'est transgressif. Enfin, voilà, on va parler de choses de fantasmes, etc. Donc c'est vrai que ça reste explicite en tout cas, mais voilà, moi mon rôle en tout cas c'est de les accompagner là-dedans et de les aider, et c'est pas et c'est vrai hein, que je reste une femme qui est à l'écoute des hommes, mais je te rejoins Olivier sur je suis une personne humaine qui est à l'écoute d'un autre humain, en tout cas. C'est super intéressant en tout cas d'avoir du coup l'envers du décor et avoir aussi un peu ta perspective, parce que comme tu dis, tu es dans l'écoute active et donc voilà, on sait pas, on n'entend pas vraiment dans les épisodes ce que toi tu peux ressentir, donc ça c'était chouette de l'entendre ce soir. Et alors le mot de la fin, quel est le mot de la fin que tu aimerais transmettre aux auditeurs, auditrices? Alors c'est une question que je pose, mais alors du coup tu me prends à mon propre jeu. En fait il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire aux auditeurs et auditrices. Déjà les remercier de consommer des podcasts, parce qu'au-delà de voilà, on parle de On the Verge, mais il faut parler de tous les podcasts dont le vôtre aussi, qui œuvrent justement à avoir une sexualité mieux, d'être la meilleure version de soi-même, avec soi, avec son couple, avec la compréhension de l'autre, etc. Donc déjà les remercier d'écouter ces supports, parce que sans eux on ne le fait pas. Donc du coup c'est déjà les remercier tout simplement. Et puis après c'est un peu tout ce qu'on a dit, c'est la synthèse de ce qu'on a dit, quoi. C'est continuer à échanger avec vos amis, vos proches, vos collègues, vos partenaires futurs, passés, que sais-je, ça dépend les relations, mais en tout cas échanger, et surtout et ça c'est vrai qu'on est dans une société qui est très ambivalente sur le sujet, mais sans le jugement, sans comparaison. C'est vraiment un travail que moi je fais de façon personnelle et intime. Vraiment éviter ça, ne plus se comparer à l'autre, ne plus se comparer à ce que l'on pourrait être, en tout cas ce que la société a décidé qu'on devrait être. C'est être OK avec soi, OK avec ses propres énergies, OK avec ce qu'on est capable et son chemin, et à partir de là être dans l'accueil et la bienveillance des profils des uns et des autres, des histoires des uns et des autres. Et c'est comme ça en fait que le débat peut avancer, et en tout cas que la société va avancer. C'est quand on respectera chacun pour ce qu'il est. On vous recommande vivement du coup d'écouter les podcasts On the Verge. Ils sont vraiment chacun, comme vous l'avez compris, sont uniques. Écoutez, n'hésitez pas à réagir aussi à nos podcasts sur Facebook, Instagram. Partagez-nous vos impressions. Ce podcast vous a touché, alors nous vous invitons à prendre le temps de le diffuser autour de vous. Ce projet est co-créé grâce à la collaboration de Camille Rimbaud, de Inspire By et The Podcast Factory.org. On vous rappelle aussi que chaque soutien financier permet de pérenniser l'avenir de ce podcast entre nous. Nous en sommes déjà à la 3e saison. Et alors aujourd'hui, on remercie notre invitée, Anne-Laure Parmentier de On the Verge. Au micro, Camille Rimbaud, notre productrice et aussi amie, support, collaboratrice, tout ce qu'on veut. Et puis mon associé Olivier Majeron et moi-même, Camille Bataillon. On vous dit à très vite. Entre nous. Entre nous.